Vous ne m'entendez pas? Impossible de détecter votre micro. On vous entend. Donc, le dernier livre de Jacques Bidet, donc l'écologie. Là, je vous entends à nouveau. Ouais, c'est normal. Bon, OK. Tout est bon? Alors, on y va. Donc, alors pour ceux, je vais présenter, je vais juste présenter le croquant, Jacques, pour ceux qui ne le connaissent pas, en 30 secondes, et puis vous pourrez y aller. Donc, le croquant, les éditions du croquant, c'est une coopérative en édition donc, qui existe depuis 2008, qui est constituée majoritairement de chercheurs en sciences sociales et qui a deux co-gérants actuellement, donc, qui sont Louis Weber, que vous avez peut-être pu voir au tout début, et Arnaud Saint-Martin. Donc, on est une des rares, si ce n'est la seule coopérative en édition en France, ce qui paraît important aujourd'hui dans un paysage éditorial qui est de plus en plus concentré et dans les mains de quelques très grands groupes. Le dernier mouvement du secteur en date étant le rachat d'Editis, donc qui contient entre autres la découverte par Vincent Bolloré. Au Croquant, on publie beaucoup de travaux de recherche universitaires, mais pas seulement. On fait aussi des essais et des témoignages. Et je vous engage, pour découvrir l'ensemble de nos ouvrages, à aller sur notre site internet ou sur notre compte Instagram. Donc, Jacques, je ne vais pas me risquer à faire un résumé qui serait forcément hâtif et approximatif. Est-ce que je peux vous demander de nous présenter votre livre? D'accord, donc voilà, je commence. Allez-y. Donc, pour les gens qui auraient des questions, je précise qu'il faudrait les écrire via l'onglet « Discuter » et moi, je les poserai ensuite à haute voix à la fin. J'arrive. Pas de souci. Donc là, dans un premier temps, je vais donner la parole à Monsieur Bidet pour qu'il nous parle de son livre. Et ensuite, allez-y. Dans le livre que je présente, dans ce livre, je présente une théorie de la société moderne au sens où l'on disait autrefois la théorie et la pratique. La théorie, en ce sens fort, n'est pas une science particulière ni une philosophie. Elle cherche à répondre à une exigence de savoir qui est proprement celle du citoyen. Dans ce quart d'heure d'introduction, j'avancerai quelques brèves propositions qui demanderaient évidemment de plus longues explications. Dans le Capital, Marx aborde l'exploitation comme un trait général de l'histoire humaine. Il convoque à ce titre, en forme de comparaison, j'ai quelques petites interruptions sur mon écran. Trois modes de production. Le féodalisme, où l'on distingue clairement la part du produit qui revient au producteur et celle qu'elle doit laisser au propriétaire. L'esclavage, où le producteur semble totalement dépouillé de son produit, alors même qu'il en consomme une partie pour sa reproduction. Voilà. Attendez, j'ai un petit blanc là. Et le capitalisme où l'exploitation semble avoir disparu puisque le travail est payé à sa valeur sur le marché. On comprend que l'exploitation comme telle, commune à ces trois cas de figure, s'origine dans le rapport de force sociale qui contraint le producteur à travailler plus longtemps que le temps nécessaire à produire ce qu'il consomme. Mais une théorie de l'exploitation proprement capitaliste implique un instrument conceptuel qui permette de le faire apparaître. Marx donne à cet instrument le nom de valeur. Il définit la valeur d'une marchandise par le temps nécessaire à sa production marchande. Ce concept nous permet de comparer ce que le salarié produit et ce qu'il consomme en se référant au temps requis. Si l'on suit cette analyse proposée par Marx, il n'y a pas d'inégalité sociale entre les humains. Il n'y a pas d'inégalité, mais seulement des rapports d'exploitation qui reposent sur des rapports de force sociale. Si donc je travaille moins longtemps
que le temps impliqué dans la production de ce que je consomme, je suis un exploiteur. Or, cette pensée est proprement insoutenable. C'est pourquoi elle est refoulée dans l'inconscient au sens freudien du terme. La théorie vise dès lors à faire apparaître ce qu'il en est en réalité, et c'est là l'objet du schéma conceptuel qui conduit de la valeur à la plus-value. La plus-value n'est pas une survaleur comme le veut une traduction aberrante, car la plus-value n'est pas un plus de valeur. La valeur concerne la production et l'échange pratiqués entre des choses, tandis que la plus-value définit un pouvoir sur les hommes, un pouvoir qui permet de leur faire produire une plus-value, quelles qu'en soient les conséquences sur les humains et sur la nature. Dans le cas d'une production publique et non plus privée, les choses se présentent autrement, selon une autre logique, qui n'est pas non plus complètement innocente, mais dont le concept marchand de valeur ne peut rendre compte. C'est là notamment ce qui motive la réflexion de Jean-Marie Haribey. Mais, et c'est là ce que Marx ne conçoit que de manière oblique, dans la société moderne, il existe, à côté du capital, un autre pouvoir structurel, le pouvoir compétence. Il ne s'agit pas proprement d'un savoir-pouvoir au sens de Foucault, mais plutôt d'un pouvoir compétence au sens de Bourdieu. Il relève de certains savoirs conférés par une autorité compétente qui donne compétence, c'est-à-dire autorité compétente. Il est proprement le pouvoir de l'autre force sociale dominante. Tout comme le pouvoir capital domine le marché, le pouvoir compétence domine l'organisation sociale. Ce couple marché-organisation est central chez Marx, mais de cette découverte, il fait un usage erroné. Dans son grand récit, il nous conduit du marché capitaliste à l'organisation socialiste. Et dès lors, le projet historique que représente le marxisme depuis plus d'un siècle est en réalité celui d'une alliance entre le commun du peuple et la force compétence en vue de juguler le pouvoir capital. En ce sens, il s'agit d'un compromis stratégique qui n'a cependant de légitimité que dans la mesure où le pouvoir populaire se mobilise en vue d'hégémoniser le pouvoir compétence par la puissance d'une démocratie partagée entre tous. La logique du capital est celle de la concurrence pour la plus-value. Elle pousse au productivisme et au consumérisme. Quant à la logique de la compétence, elle est celle de la compétition, pas de la concurrence, mais de la compétition. Elle conduit au sommet à la course inconsidérée aux grands projets et tout au long de l'organigramme social à la recherche de la distinction ostentatoire, qui est l'autre principe moteur du consumérisme et donc aussi du productivisme. Pouvoir capital et pouvoir compétence sont donc à comprendre comme les deux volets de la menace écologique que la structure moderne de classe fait peser sur l'écologie planétaire. On dira en toute rigueur que la logique du capital est de produire pour le profit et la logique de la compétence est de produire pour produire, c'est-à-dire de produire des valeurs d'usage supposées, mais à nouveau, lesquelles et pour qui. L'État moderne est donc à comprendre comme le lieu social écologique d'un duel triangulaire. Il y a en effet deux classes, une classe dominante qui tout à la fois rassemble et oppose les privilégiés de la propriété et les privilégiés de la compétence, et une classe populaire, celle des sans privilèges, qui est la classe fondamentale. Il s'agit donc bien d'un duel entre deux classes, mais qui se déroule sous la forme d'une confrontation entre trois forces sociales, deux en haut et une en bas. C'est là le paradoxe que je désigne comme celui du duel triangulaire. C'est en effet le terrain de la politique, qui est un jeu de lutte et d'alliance en vue de l'hégémonie. L'État est la relation politique entre ces deux classes et ces trois forces sociales. Il ne se confond pas avec l'appareil d'État, on le verra tout à l'heure. Le marxisme s'est intéressé à l'appropriation des moyens de production par une classe, mais ce qui lui manque, c'est de ne pas avoir su concevoir aussi rigoureusement l'appropriation d'un territoire par une communauté, c'est-à-dire la nation.
La nation, pourtant, est le terrain premier de la lutte moderne de classe. C'est sur cet espace que se définit concrètement ce qui est à partager, à contrôler et à faire vivre. Voilà ce qui est officiellement proclamé comme étant à nous, c'est-à-dire à nous tous. C'est là le grand affect politique. Nous aimons la terre-patrie parce qu'elle est à nous. Mais ce qui est ainsi déclaré comme étant à nous tous se trouve en même temps proclamé comme étant à nous seuls. En même temps que le frère, l'État-nation moderne définit le non-frère, l'étranger, désigné comme ennemi ou intrus potentiel. Si l'on se rapporte au commun tel que défini par Elinor Ostrom, la nation est donc le commun suprême, en même temps que le plus terrifiant. Au regard de l'écologie, c'est aussi sur le territoire de l'État-nation et non dans la tête des philosophes des Lumières que l'homme moderne s'affirme comme maître et possesseur de la nature. Cela sous l'égide d'une machinerie nationale de corps compétents, organisés, d'administrateurs, de managers, de savants patentés, économistes, géographes, démographes et de policiers qui ont la tâche de faire concrètement de ce territoire national notre chose, notre bien commun. C'est pourquoi il convient de parler de nation et de nationalité plutôt que de race. En effet, l'ordre social moderne n'est pas seulement celui d'une structure de classe, mais aussi celui d'un système, système-nation, système-monde, système des nations, système inégal, donc colonial, dont la race n'est que la conséquence historique. Le second terme, social et écologique du triptyque de la domination sera donc celui de nation. On dira donc classe, nation, genre. Mais pour comprendre la relation entre la structure de classe et le système monde, il faut remonter plus haut dans la construction théorique, plus haut que la structure, jusqu'à ce que j'ai désigné comme sa métastructure. En ce sens, c'est bien ainsi que Marx procède dans le Capital. Pour définir la structure capitaliste, la structure de classe, il doit d'abord construire sa métastructure, son présupposé, soit, on l'a vu, le rapport social de marché, qui n'est pas un rapport de classe. Il souligne, certes, aussi qu'il existe deux modes de coordination rationnelle à l'échelle sociale, qui sont le marché et l'organisation, mais c'est pour nous dire que l'histoire moderne nous conduit de l'un à l'autre. Or, ces deux formes rationnelles de la raison commune sont aussi les deux facteurs modernes de classe. Le commun du peuple doit donc lutter d'emblée contre cette double domination. Il ne peut le faire qu'en mobilisant tout à la fois les forces de l'organisation pour maîtriser les forces du marché et sa propre puissance démocratique pour hégémoniser les forces de l'organisation. La métastructure renvoie ces deux médiations, marché et organisation, à l'affrontement discursif immédiat. La métastructure constitue le point origine auquel nous ramène sans cesse la lutte moderne du commun du peuple, dont la logique est d'imposer un ordre de parole. Or, par contraste avec cette structure État-nation, le système, je joue sur structure-système, le système des nations, qui est l'autre volet de l'ordre social moderne, ne présuppose pas une telle métastructure. Il est principalement rapport de force. Dans ces conditions, la lutte sociale écologique affronte une troisième menace militaro-industrielle, celle de produire pour conquérir. L'écologie politique du commun du peuple est donc structurelle, systémique, structure de classe, système du monde. Le troisième terme du triptyque de la domination est celui de genre. Il occupe une grande place dans mon livre. Je l'aborde lui aussi en termes métastructurels, mais je dois ici le laisser de côté. Passons maintenant de ces considérations générales qui concernent le cours général de la modernité à la situation présente, à l'ère du néolibéralisme. Dans les années de l'après-guerre, les capitalistes ont progressivement compris que l'ordre marchand n'est pas un ordre naturel. Ils se heurtaient en effet à un obstacle, à la résistance que leur opposait au sein des divers États-nations une certaine alliance entre la classe populaire et les compétents.
à l'ère de ce qu'on a appelé l'État social. Il fallait donc imposer le marché. Il fallait donc imposer le marché tout en le contrôlant en haut. Il fallait briser l'obstacle des régulations nationales. Au tournant des années 70-80, l'arrivée du numérique a permis au capital de faire en ce sens un grand bond en avant, de se lancer dans les grandes manœuvres de la libre circulation des capitaux sous l'égide de la concurrence libre et non faussée. C'est ainsi que l'on est passé du libéralisme au néolibéralisme, dont la capacité destructrice bouscule tout sur son passage. Dans cette mondialisation néolibérale, ce qui émerge très lentement, c'est un État-monde de classe. Et les concepts socio-écologiques de la structure de classe, loin d'être obsolètes, se révèlent aujourd'hui dans leur pertinence ultime. En effet, la lutte de classe au sein de l'État-monde n'oppose pas, là non plus, les 99% d'en bas aux 1% d'en haut. Encore un mot d'ordre dérisoire. Elle est à comprendre dans les termes du duel triangulaire qui est le propre de la structure moderne de classe. Ce qui signifie que nous ne sommes pas en proie à un capitalisme absolu, comme on l'a dit, car l'État-monde n'est pas seulement la chose des dominants, la puissance d'en bas. La puissance d'en bas est elle aussi présente à l'échelle du monde. Cet État-monde, et c'est là ce qu'il faut bien comprendre, est en effet un processus qui émerge au sein même des divers États-nations, à mesure qu'elles en viennent à se doter de constitutions qui font du libre marché leur loi suprême, se rangeant ainsi sous l'autorité constitutionnelle du marché mondial, ce que Marx désignait comme l'aliénation suprême. Mais corrélativement, les luttes nationales, les luttes intranationales d'en bas sont désormais des luttes d'État-monde. Ce qui nous empêche de reconnaître le concept d'État-monde, c'est notamment l'idée libérale selon laquelle plus il y a de marché, moins il y a d'État, alors que le néolibéralisme suppose en réalité un État fort. Mais c'est aussi l'idée que l'État-monde serait contredit par la prolifération des sous-systèmes qui donnent lieu à des coalitions militaires, à des zones de libre-échange, etc. En réalité, l'État-monde n'abolit pas le système-monde, qui est, comme on l'a vu, l'autre volet de l'ordre social moderne. Il ne fait que s'entrelacer à lui de façon perverse et multiple. À l'échelle planétaire, cependant, le rapport de force au sein de ce duel triangulaire se trouve modifié. L'alliance entre le commun du peuple et les compétents devient plus vraisemblable. C'est ainsi que la pandémie a donné à des milliards d'êtres humains l'occasion d'entendre parler de l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est manifestée comme une autorité morale et donc politique incontestable. Devant la réalité du désastre planétaire, seuls les compétents peuvent expliquer les causes et proposer des remèdes. Mais seul le commun du peuple peut les mettre en œuvre socialement par une lutte de classe, de nation et de genre. Il s'ensuit à l'échelle mondiale une nouvelle perspective d'alliance contre le pouvoir capital. La nation-monde commence ainsi à apparaître comme le commun suprême. Elle tient sur l'identité de la corrélation entre le global et le local, entre la défense de la ZAD et la défense de l'ONU. La nation-monde n'abolit pas non plus le système-monde. Pour autant qu'elle existe, cette nation-monde, elle protège les peuples les plus faibles qui sont aussi les garants de l'environnement contre l'agression des grands. Ainsi naît un affect politique sans précédent qui s'empare de la communauté humaine tout entière, l'amour de la nation commune. Il n'est pas celui des maîtres et possesseurs de la nature. Il est le bonheur partagé de protéger un monde commun, commun aux humains et à tous les vivants. Et comme on le voit partout dans le monde, cette passion commence à gagner le commun du peuple, en commençant par la jeunesse. Il reste à savoir comment le commun du peuple pourra s'organiser politiquement à l'échelle du monde. Ce ne peut être sous la forme d'un parti populaire universel. En réalité, cette connivence politique populaire mondiale est aujourd'hui déjà en construction dans une multiplicité d'initiatives et d'associations, ONG et autres,
qui opèrent sur tous les terrains, santé, égalité, éducation, liberté, qui ont pour enjeu commun le survie de la planète. En parcourant la carte du monde, à défaut de partis frères, on trouvera partout des associations sœurs. Merci. Merci Jacques pour cet exposé. Alors, je ne sais pas qui de M. Haribey ou de M. Kalfa veut répondre en premier ou prendre la parole en premier. Marie, tu voulais parler le premier, je crois. Je vais commencer. On y va de suite, là, c'est le moment. Je vous en prie. D'accord. Bon. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jacques. Attends, je vais essayer de mieux entendre avec mon masque. Pardon. Merci, Jacques, de nous avoir proposé de participer à cette discussion sur ton dernier livre. Alors, comme on a un temps très limité, je ne vais pas en prendre beaucoup pour dire tout le plaisir que j'ai eu à te lire une nouvelle fois, même si je ne cache pas que j'ai dû me prendre la tête quelquefois entre les deux mains, hein, bien sûr, parce que c'est un vrai livre profond qui demande beaucoup d'attention et de revenir en arrière pour bien suivre le fil de ta pensée. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que je préparerai une recension plus complète que ce que je vais dire à l'oral et je te la ferai parvenir, bien sûr, dès qu'elle sera prête. Je vais, comme tu as résumé donc, ta démarche, je vais immédiatement essayer d'énumérer les questions qui me sont venues à la lecture et les problèmes qui me semblent surgir de temps en temps. Et pour clarifier les choses, je vais séparer en deux parties ma petite réponse, mon petit exposé. D'abord, m'attacher à regarder quels problèmes conceptuels me sont venus à l'esprit en lisant ta théorie. Et ensuite, je ferai dans une deuxième partie, je traiterai la question écologique qui est l'objectif final de ton livre. Alors, sur les questions d'ordre conceptuel que m'a posé ton livre et qui rejoignent des questions antérieures, et tu sais qu'on a déjà discuté du cheminement que tu as fait là autour des dernières années à plusieurs reprises, j'ai rassemblé en trois questions les choses que je voulais dire. D'abord, discuter la structure de classe que tu proposes, les alliances de classe qui en découlent, et puis le rapport, le lien entre structure et système pour terminer cette première partie. Alors, quelle structure de classe? S'il existe, comme tu le dis, deux facteurs de classe, donc la propriété et le pouvoir du capital qui s'exerce sur le marché d'un côté, et puis la compétence et le pouvoir qu'elle confère à ceux qui la possèdent dans l'organisation de l'autre, et s'ils sont indissociables l'un de l'autre, définissant ainsi la société moderne, comment le premier pourrait-il être à la base du capitalisme et le second au fondement du socialisme? Ou plus précisément encore, comment pourrait-on identifier séparément les identifier séparément au capitalisme pour l'un et au socialisme pour l'autre. Et ce qui m'a amené par la suite à avoir quelques peines à voir dans les apparatchiks soviétiques des compétents pour la production de valeurs d'usage. Compétents en goulag certainement, mais en production de valeurs d'usage pour la population, peut-être beaucoup moins. Parce que tantôt tu présentes le marché et l'organisation comme les deux faces d'une même médaille, mais tantôt, quelquefois, subrepticement, tu es amené à les dissocier en disant de l'organisation, je te cite, qu'elle n'est pas un sous-produit du marché et qu'elle répond à une autre logique de production portée par une autre force sociale. Et donc, j'hésitais pour savoir finalement si c'était marché et organisation indissociable ou bien organisation alternative au marché. Et de cette incertitude théorique que j'ai cru voir, il en est venu une seconde. Il y aurait, tu dis, une seule classe dominante, mais deux forces sociales dominantes, face à une troisième, la classe populaire fondamentale, que tu appelleras plus loin dans le livre le commun du peuple. Et si le capital ne peut pas fonctionner comme une instance dirigeante, est-ce qu'il ne le capital en tant que tel, avec le marché. Est-ce qu'il ne faudrait pas en conclure que la reproduction de la société exige la fusion entre les deux couches dominantes? Et s'il y a un double front mené par la classe fondamentale contre ces deux couches dominantes, comment penser que les compétents vont pouvoir se rallier à la classe fondamentale et ne pas se rallier, ne pas se rallier définitivement, oui, au capital? Parce que
est-ce qu'il ne faudrait pas croire plutôt que, est-ce qu'il faudrait croire que les experts, comme tu le dis, auraient vocation, c'est toi qui soulignes, à se mettre du côté du peuple avec l'espoir, tu ajoutes, d'en prendre la tête pour leur propre compte. Bon. Et je me suis demandé si tu n'essentialisais pas un peu les experts quand tu les dotes de cette sorte de préscience du bien fondé des valeurs d'usage, alors que le capital, lui, n'est avide que de valeur et donc de profit. Bon, heureusement, tu ajoutes aussitôt après que, cependant, les compétences sont directement impliquées dans le processus de production capitaliste. Il s'agira, dis-tu, de valeurs d'usage soumises à la condition de produire de la plus-value. Ouf, j'ai respiré un petit peu parce que… Mais alors, en faisant s'évanouir la distinction entre produire pour le profit et produire pour produire, qu'est-ce qui reste alors de la distinction capitaliste compétent et donc de la métastructure et des deux facteurs de classe? Parce que tu dis à un moment donné quelque chose qui est tout à fait intéressant, à savoir qu'au sommet, les grands managers sont à compter parmi les capitalistes. Donc à ce moment-là, où est donc la rupture entre détenteurs du pouvoir capital et détenteurs du pouvoir compétence? Et lorsque tu abordes la classe populaire, et c'est d'ailleurs un des moments les plus originaux, peut-être, parce que tu essaies, afin de définir le commun du peuple, d'articuler les rapports de classe, de genre et de nation, colonie, race, selon les moments du livre. Et tu donnes une première définition des classes populaires, les sans privilèges. Bon. Mais la classe populaire est partagée en deux. Donc le peuple A qui a conquis des acquis, qui a conservé ses acquis, et pas le second qui remplace, peuple B, les femmes, les étrangers et les jeunes. Donc, et c'est là où je me suis posé la nouvelle question, les mécanismes de classe qui se croisent avec d'autres, comme tu dis, et qui relèvent notamment des rapports de genre et de colonies au sein du système monde et de l'interrelation entre eux. Et la classe fondamentale, tu dis, est aussi une classe de sexe et de race. Le concept de classe ainsi développé acquiert un contenu composite. Mais alors, ou bien la classe se définit par le rapport d'exploitation capitaliste qui croise d'autres rapports d'exploitation, qui ne sont pas de classe mais de genre ou de race, ou bien la classe est d'emblée un concept composite. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait, alors bien sûr de ma part, une incompréhension ou une fragilité peut-être de la théorie sur ce plan-là. Entre parenthèses, je me suis demandé si ce n'était pas le même type de difficulté qu'il y a dans le débat sur l'intersectionnalité, qui est maintenant répandu dans toute la société, mais dans des directions tout à fait divergentes. Mais bon, je ferme la parenthèse. Le troisième point d'ordre conceptuel sur lequel je me suis posé des questions, c'est le lien que tu fais entre structure et système. Bon, l'État-nation, tu dis, détient la souveraineté sur un territoire et doit être distingué de l'appareil d'État avec un grand A, qui est un ensemble d'institutions, et des appareils d'État avec un petit a. Bon, et tu dis qu'il se définit à la fois en interne au regard de la structure de classe d'État et en externe au regard du système des nations. Et la classe fondamentale doit subvertir tout ça, mais pas les facteurs de classe, marché, organisation, qui subsistent en quelque sorte puisqu'ils sont inhérents à l'ordre social moderne. Bon. Il s'ensuit, dis-tu, un paradoxe structurel du duel triangulaire. Parce que ce duel triangulaire se traduit, tu dis, politiquement par la binarité entre une droite où se concentrent les capitalistes et une gauche où l'on trouve non pas le commun du peuple, comme on aurait pu l'attendre, mais les compétents, l'élite autoproclamée. Et donc, le clivage gauche-droite ne se présente pas entre deux classes, entre les deux classes et dominants et le peuple, mais entre les deux pôles de la classe dominante. Mais alors, je me suis demandé, mais alors, dans les années d'après-guerre jusqu'en 70, en France notamment, quid du vote de classe en faveur du PCF, du Parti communiste français, dans cette période-là? Et donc, j'avoue que là, j'ai un peu de mal à rapprocher ça à l'analyse concrète d'une situation concrète. D'autre part, comme le duel triangulaire rend compte, comment il peut rendre compte de l'éclatement du salariat au fur et à mesure que le néolibéralisme s'est imposé, que la division du travail s'est approfondie à l'échelle mondiale? Est-ce que ce duel triangulaire peut rendre compte de cette fragmentation conduite à marche forcée par le capitalisme du salariat? Si on admet un instant, comme tu l'as rappelé à l'instant, que la nation moderne est le plus précieux des communs et aussi le plus redoutable, est-ce que ça signifie que c'est un commun interclasse, alors que le commun était défini comme celui du peuple? Le projet d'accaparement du colonialisme est-il celui
de toute la classe dominante ou bien en même temps de toute la population. Si on regarde la conquête de l'Algérie, puis après la défense de l'Algérie française, est-ce qu'elles ont été, ces deux conquêtes et défenses, le commun du peuple? Bon, j'ai un peu de mal à répondre favorablement. Tu cites Valmy comme exemple d'engagement fondateur de la nation. Mais nous ne sommes pas du tout dans un cas de figure où il y a, comme dans le colonialisme, parce qu'il ne s'agit pas d'une appropriation d'un territoire, mais de la défense d'un territoire. En revanche, 10 ans après, les conquêtes napoléoniennes, elles étaient effectivement à la recherche d'un territoire à soumettre. Ça, d'accord. Mais pour Valmy, je ne vois pas trop. Il s'ensuit que, il me semble, parfois voir poindre un renversement, alors j'ose pas dire métastructurel, à propos du racisme. D'abord, tu écris que le racisme est un fait de classe, de genre et d'écologie, et ensuite, qu'il est la rencontre de la classe, du genre et de la nation. D'une phrase à l'autre, la nation a remplacé l'écologie. Est-ce qu'on doit considérer comme équivalentes donc nation et écologie, puisqu'il s'agit des trois registres de l'aide sociale moderne? Le glissement conceptuel, à mon avis, se poursuit quand tu dis que le racisme est à penser comme la surdétermination entre la classe, la colonie et le genre. Et est-il certain que le triptyque que tu fais classe, nation, genre soit équivalent au triptyque classe, race, genre? Par exemple, le conflit entre les nations France et Allemagne dès la deuxième moitié du 19e siècle n'ont pas grand-chose à voir, je crois, avec un conflit entre races. Et donc, à la mise sur un même plan de détermination, à cette mise sur le même plan, succède l'idée que les rapports de genre sont surdéterminés par le rapport de classe et de colonie, juste avant que tu dises qu'il y a surdétermination mutuelle. Bon, sans doute, ça fait partie des incompréhensions qui me restent encore à la lecture de ta pensée profonde, mais bon, en tout cas, c'est ce que j'ai cru déceler, en tout cas voir ce qui me paraissait important dans cet échafaudage conceptuel. Alors, l'écologie dans tout ça, bon, c'est bien sûr l'idée directrice du livre que tu annonces avec une précision très très bonne, très extraordinaire. Et comme tu dis que les atteintes à l'équilibre écologique découlent exclusivement du processus de domination sociale, la réciproque, c'est qu'effectivement, la lutte écologique est une lutte qui n'est autre qu'une lutte pour l'émancipation. Et tu consacres au début du livre, et tu l'as rappelé ici tout à l'heure, un long paragraphe pour rappeler à juste titre la théorie de la valeur, mais pour préciser que le concept d'exploitation capitaliste, avancé par Marx, ne prend ainsi tout son sens que dans l'unité de l'exploitation des humains et de l'exploitation de la nature. Bon, c'est le point où je suis le plus en accord avec toi, puisque je ressasse la même chose depuis plusieurs décennies, mais ma surprise a été de constater que puisque ce concept d'exploitation capitaliste ne prend son sens qu'ainsi, que tu ne fasses pas de la théorie de la valeur le point d'ancrage unifiant les deux exploitations conjointes. Et à mon avis, cette absence, elle peut être préjudiciable sur deux plans. D'abord, on n'a à ce moment-là aucune clé de compréhension des difficultés contemporaines du capitalisme à obtenir des gains de productivité du travail suffisants pour des causes sociales et écologiques jumelées et qui obèrent ainsi la rentabilité du capital. Et ensuite, elle empêche de dire quoi que ce soit face au discours lénifiant, orthodoxe sur la prétendue valeur économique intrinsèque de la nature ou de la valeur prétendument créée par elle, thème de prédilection de la plupart des théoriciens écologistes, sans parler des illusions de Bruno Latour sur la nouvelle classe écologique. Mais tu fais aussi silence avec cette théorie de la valeur sur le débat qui a maintenant gagné un cercle plus large que le seul point isolé que je représentais il y a 25 ans sur la nature du travail dans les services non marchands et auquel tu as fait allusion dans ton intervention tout à l'heure. Mais c'eût été, à mon avis, une bonne occasion de vérifier l'opposition marché-organisation au cas de ce travail dans les services non marchands et de la création ou non de valeur, et apprécier à cette aune la possibilité la possible jonction de valeurs d'usage social et écologique. En revanche, tu reviens, ça, avec beaucoup d'insistance sur le concept de commun, en prenant tes distances avec Dardot et Laval, et tu as sans doute raison, en tout cas je partage ton avis, et j'ai moi-même plaidé pour une vision matérialiste du commun, enracinée dans les rapports sociaux, ce que ne fait pas du tout Elinor Ostrom. Alors, tu te réfères à Elinor Ostrom, mais vraiment c'est le point faible d'Elinor Ostrom, d'avoir coupé sa vision des petites communautés de tout rapport social en environnement. Et
Benjamin Correa, duquel tu te rapproches aussi, il ne fait pas non plus référence à ce concept d'insertion des communautés, des communs dans les rapports sociaux. Et il va même jusqu'à rester prisonnier de l'idée que les services publics sont en déconfiture aujourd'hui à cause de leurs principes eux-mêmes et non à cause de leur dégradation. Je termine en mentionnant le dernier chapitre où tu unifies et synthétises tes matériaux. J'ai trouvé ton dernier chapitre excellent parce que vraiment, si on a eu peut-être en lisant un livre sur écran pendant une quinzaine de jours, un peu de difficulté, parfois ce dernier chapitre, il remet un peu les pendules à l'heure et il synthétise bien ce que tu as cherché à montrer, je crois. Mais peut-être en faisant jaillir aussi quelques dernières questions. L'expérience de la nation, de l'État-nation, peut-elle s'étendre à une nation-monde? Et d'ailleurs, je me suis demandé pourquoi tu dis nation-monde et pourquoi pas monde-nation, qui semblerait plus logique avec le fait que le monde s'érige en nation et non pas que la nation s'érige en monde. Est-ce que tu n'inverses pas le signifiant, la nation, et le signifié, l'État ou le monde? Bon, bref. Est-ce que ce choix de ta part serait parce que on passe de l'État-nation à l'État-monde et enfin à la nation-monde grâce à la perspective écologiste qui est, comme tu dis, porteuse d'une contrainte organisationnelle planificatrice qui interdit au monde d'être un simple marché. Mais cette incomplétude du marché que tu soulignes le plus souvent est consubstantielle au capitalisme mondialisé. Ce sont les États qui ont décidé la libération du mouvement des capitaux avant même que la contrainte écologique, voire en tout cas voire dans son ignorance, ne s'impose aux yeux de tous. Et avec des accents très spinozistes, je crois, tu définis la conscience de classe du commun du peuple comme une puissance de classe, comme la conscience d'une puissance de classe. Est-ce que je me trompe s'il en découle un surprenant diagnostic final du métamarxisme? Les responsables, dis-tu, des multiples dégâts ne sont pas les structures et les systèmes, puisque seuls des individus ont à répondre, mais ceux qui monopolisent le pouvoir à la faveur de leur position structurelle et systémique et l'exercent avec tant de violence. Mais si l'on doit se résoudre à une somme de révolutions individuelles, à quoi servirait la planification écologique que tu appelles de tes voeux, et sans doute à juste titre? À moins que Amazon et autres GAFAM ne soient même de se porter candidats à une fonction de coordination organisationnelle versus marchande des économies nationales. Alors, dis-moi, Jacques, est-ce que c'est la technique qui nous amènerait au socialisme, au communisme, comme l'électricité et les soviets dans l'URSS naissante? S'agit-il d'une nouvelle version du rôle de développement des forces productives? Bon, j'arrête mes remarques et mes questions pour dire combien j'ai apprécié le dernier paragraphe du dernier chapitre de ton livre qui sert de conclusion, enfin, dans lequel, tout en appelant une communauté de vivants, tu astucieusement et je crois avec bon escient, tu prends de nettes distances avec l'anthropologie de Descola qui fait du terroir concerné un mandant auquel on attribue des intérêts à défendre comme des droits, mais qui ne sont rien d'autre que ceux de leurs supposés mandataires. En réalité, on reste dans le monde des humains et de leurs intérêts. Mais, et ce sera ma dernière petite escarmouche amicale pour quitter moi de l'intérêt des 1000 questions passionnantes qui jaillissent de ton livre, je me suis demandé si l'humanisation de la nature est une fausse bonne idée, et je partage cela, pourquoi la déshumanisation de l'homme serait une vraie bonne idée? Bon, je te remercie infiniment pour nous avoir donné l'occasion de lire ton livre. Merci beaucoup, Monsieur Harribey. C'était dense. J'espère que, Jacques, vous aviez eu le temps de noter pour rebondir. Je vous laisse le faire maintenant. Je ne sais pas. Ce sera difficile. Ce sera difficile de rebondir sur les deux à la fois, je pense. Il vaut mieux, bien que ce soit au tour de Pierre de parler. Alors, il y a énormément de questions dans ton sujet, y compris beaucoup de questions auxquelles je crois avoir répondu dans mon livre, mais il en reste évidemment toujours. Alors, la structure de classe de la forme moderne de société. Pour moi, si l'on observe aujourd'hui n'importe quel débat de lutte de classe dans la rue ou de bataille parlementaire, que ce soit en Chine, en France ou aux USA, il y a toujours trois positions qui sont fondamentalement tenues.
il y a d'abord d'un côté ceux qui veulent aller par le marché et pour qui tout passe par là, c'est la raison. D'autres pour qui c'est la forme d'organisation, c'est une alternative fondamentale. Même dans le parti chinois, bon, les gens savent bien qu'il y a des partisans du marché, d'autres voilà. Et ceux d'en bas sont ceux qui savent que c'est vraiment une alternative et que cette alternative, elle se débat. Ils sont là, leur position, c'est ceux d'une alternative qui n'est pas seulement marché, organisation, mais tout ce qu'on peut faire en deçà du marché et de l'organisation, c'est-à-dire le commun d'Holmström d'une certaine manière. À propos d'Holmström et de Correa, etc., je fais référence à beaucoup d'auteurs dont je ne partage pas toutes les vues et qui me semblent, je fais aussi allusion à Habermas, à John Rawls, etc. J'essaie de montrer comment on peut tirer leur concept vers le matérialisme. Alors, bon. Donc, il y a une structure de classe fondamentale dans la société moderne qui n'était pas celle des sociétés antécédentes. Alors, est-ce que le libéralisme conduit au socialisme et l'organisation au socialisme? Bon, pour moi, disons, l'ordre social moderne n'est pas en voie de disparition. On ne voit pas que, disons, la perspective du marché ou celle de l'organisation soit comme ça, prête à se dissoudre. On voit seulement que c'est là une grande bataille et que c'est une bataille d'en bas pour maîtriser le marché par l'organisation et mettre l'organisation, disons, entre les mains et que le commun du peuple s'empare. Voilà, j'ai un coup de sonnette, ça veut dire qu'il faut que je m'arrête peut-être, non? Non, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, je pense que c'est un mail. Alors, oui, c'est ça, oui. Comme je vais aborder un certain nombre de points qui, en fait, correspondent un peu aussi à la réponse de Jacques, à mon avis, ça serait quand même bien que je puisse intervenir maintenant sans vouloir. Oui, allons-y comme ça. Hein. Parce que je pense que les réponses vont se recouper in fine, quoi. Allez, allez-y. Bon, tout d'abord, merci aux éditions Croquant et du Croquant et à Jacques d'avoir organisé ce débat. Bon, c'est un bouquin extrêmement intéressant. Même quand on n'est pas d'accord, il donne à réfléchir. Bon, et vu le peu de temps, je vais essayer de pas de dire mes points d'accord qui sont quand même assez substantiels, mais d'aller avec ce qui me pose problème et mes doutes sur un certain nombre de thèmes abordés par Jacques. Bon, donc, je vais traiter 3 points qui sont l'opposition marché-organisation, la question des classes sociales et puis État-monde, nation-monde, et je ferai une petite conclusion. Mais avant d'aborder ces points, je voudrais aborder peut-être en introduction, je ne sais pas comment dire ça, l'arrière-fond théorique du livre qui me pose problème. Bon, c'est un ouvrage qui se situe volontairement au niveau d'abstraction, avec l'idée qu'il faut partir des structures et de la métastructure pour comprendre le fonctionnement des sociétés modernes. Bon. L'inconvénient de cette méthode, c'est l'enterrement du procès historique dans la structure et dans les structures et dans la métastructure. Bon. C'est-à-dire l'histoire n'est convoquée que pour illustrer tel ou tel point de la démonstration. Bon. Bon, c'est un vieux débat hein, qui n'est pas nouveau. Bon, et Jacques, dans son livre, se réclame à plusieurs reprises d'Althusser, et donc c'est un débat qui date effectivement de ce moment-là. Hein. Bon, pour moi, je pense qu'il faut être capable de penser ensemble à la fois les structures et l'historicité. L'historicité, c'est-à-dire l'événement et le processus historique qui reconfigure en permanence les structures. Bon. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que j'ai un problème avec la méthode de Jacques. Bon, voilà, c'est le premier point que je voulais souligner, mais qui est un point important parce qu'il se retrouve en fait tout le long du livre, bon, à la fois sur l'analyse abstraite et à la fois sur les quelques fois où il y a des analyses concrètes d'une situation concrète.
Alors, premier point, l'opposition entre marché et organisation. C'est une opposition qui est au cœur de l'ouvrage. Il y a une citation qui la résume, qui dit la chose suivante: tout affrontement social et toute délibération politique se ramène à l'alternative toujours ouverte et constamment réinitialisée à l'époque moderne entre ces deux voies, marché et organisation. Bon. Je voudrais par rapport à ça souligner 4 points. Tout d'abord, loin de s'opposer, le marché ne peut pas exister sans organisation. Il n'y a pas de marché sans institutions qui l'organisent et qui permettent de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. Donc le marché n'existe pas sans organisation. Deuxième point, la domination du capital transforme même la notion de marché. Excepté pour une poignée de biens, entre guillemets, genre les produits financiers ou les matières premières, pour les millions d'autres biens qui sont vendus, il n'y a pas de marché, les prix sont administrés de fait par les entreprises. Bon. Et je pense qu'il y a une confusion entre l'existence d'un marché et le fait que la validation sociale de la production se fait a posteriori au moment où le produit est acheté ou pas. Et ce n'est pas la même chose. De plus, les prévisions ex-ante sont la règle maintenant, depuis très longtemps, dans les économies capitalistes. Troisième point, ça c'est quelque chose qui date, que Marx et même d'autres avant lui avaient vu, c'est que la logique de l'accumulation capitaliste pousse en permanence à la formation d'oligopoles et de monopoles. Et donc, la logique de l'accumulation capitaliste est contraire à l'existence de marché. Et il ne faut pas prendre au pied de la lettre l'idéologie et le mythe du néolibéralisme qui est la concurrence libre et non faussée. La concurrence, elle n'est jamais libre, elle est toujours faussée. Enfin, l'opposition pour moi n'est pas entre plan et marché, mais entre la logique de l'accumulation capitaliste et les décisions démocratiques qui peuvent être prises à un moment donné par la communauté politique. De ce point de vue-là, Jacques, tu cites l'article de Cédric Durand et de Razmik Kucheyan sur la planification qui fait allusion au fait que le big data employé aujourd'hui par les GAFA peut être un instrument pour une planification progressiste. J'ai critiqué dans un article sur la planification dans les possibles cette conception, mais elle repose sur le fait que les modes d'organisation, les techniques de gestion employées par les entreprises capitalistes sont neutres. C'est ce que disait Jean-Marie tout à l'heure. Et que ces techniques peuvent être utilisées à d'autres fins. C'est exactement ce que disaient les bolcheviks sur le taylorisme, Lénine sur la poste allemande, modèle du socialisme. On sait ce qu'il en est advenu. Donc je pense que cette opposition qui est pour toi fondamentale, pour moi, n'en est pas une. Deuxième point, sur les classes sociales. Je pense qu'il y a une idée très féconde, qu'hélas tu ne développes pas, qui est que les classes sociales, je te cite, ne sont pas à comprendre comme des groupes sociaux. Les classes sociales sont des rapports sociaux qui donnent à des groupes sociaux générateurs d'identités complexes au sein desquels des individus rentrent en lutte. Et ça, je pense que l'idée que les classes sociales ne sont pas à comprendre comme des groupes sociaux, mais sont des rapports sociaux, c'est une idée tout à fait fondamentale. Mais cette idée féconde ne prend sens que si on rentre dans l'analyse concrète et dans les procès historiques qui permet de voir comment ces rapports sociaux, ce modèle existent. Et sinon, le risque et de retomber dans ce que tu dénonces toi-même, à savoir que les classes sociales, la conception de classe sociale comme des conteneurs, c'est le terme que tu emploies. Or, c'est ce qui arrive quand, par exemple, l'existence du pôle de compétence dans la classe dominante est justifiée par le fait que le pôle capital ne recoupe qu'1% de la population, qu'avec 1% de la population, on ne peut pas dominer la société, que donc il faut rajouter les 15% ou les 10% du pôle compétence. Donc là, je pense qu'il y a une rupture avec ta conception
originelle des classes sociales. Bon. Dans la domination des classes dominantes avec ces deux pôles, je ne reviens pas, moi, ta définition de l'exploitation me pose problème. Bon, je lis, on est exploité si on se trouve socialement contraint à un temps de travail plus long que le temps nécessaire à produire des biens et des services que l'on consomme soi-même. Bon. Or, dans toute société, y compris dans une future société communiste ou quel que soit le nom qu'on donne, bon, il y a une nécessité de produire un surplus social. C'est-à-dire, la contrainte de produire un surplus existera toujours. Bon, la question n'est pas qu'il y a un surplus social qui soit produit, c'est de savoir à quoi va servir ce surplus social. Est-ce qu'il va servir à construire le château de Versailles ou à autre chose, ou est-ce que, et par qui est approprié ce surplus, au bénéfice de qui? Au bénéfice des propriétaires du capital, des moyens de production, ou au bénéfice de l'ensemble de la société. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, dans une société néolibérale ou capitaliste, une partie de ce surplus profite à la société. Bon. Donc, je pense que bon, là, il y a un problème. Alors, je fais une petite remarque annexe sur la loi de la valeur, parce que je suis en désaccord avec Jean-Marie là-dessus depuis très longtemps, donc on ne va pas avoir ce débat-là à cette étape, on n'a pas le temps. Je remarque simplement que tu poses la question, à juste titre à mon avis, à quoi peut bien servir la théorie marxienne de la valeur, et tu admets qu'en fait, elle ne peut pas servir à expliquer les mécanismes réels. Ce en quoi je suis d'accord. Bon, et je pose simplement la question, à quoi sert une théorie qui ne peut expliquer le réel? Bon, mais je laisse de côté, parce que je sens que je vais énerver Jean-Marie, la question de la loi de la valeur. Bon. Sur le pôle compétence, tu indiques que la distinction entre le pôle capital, l'objectif c'est de produire pour le profit, le pôle compétence, l'objectif c'est de produire pour produire. Bon. Mais même dans les moments historiques, je laisse de côté la discussion sur l'Union soviétique, une discussion complexe, de côté, mais on pourra y revenir peut-être dans le débat. Mais même dans les moments historiques où toi tu indiques, qui est le moment des Trente Glorieuses, dans lequel il y a eu une domination du pôle compétence dans la classe dominante, ce n'était pas produire pour produire, c'était produire pour le profit aussi. Bon. Et d'ailleurs, on peut dire que ces deux objectifs peuvent se combiner en un seul, qui est produire toujours plus en moins de temps. Bon. Donc, l'idée que le pôle compétence, c'est produire pour produire, c'est, à mon avis, ne tient pas la route, y compris dans les exemples historiques que tu donnes. Bon. Tu indiques que la pratique sociale, je te cite, du pôle compétent, dépend de la puissance de la classe populaire. Mais c'est le cas de toutes les classes dominantes à toutes les époques historiques. Toutes les classes dominantes sont obligées de tenir des rapports de force qui existent dans la société. Ce n'est pas spécifique, je veux dire, au pôle compétence. C'est une donnée générale qu'une société ne peut fonctionner, même une société esclavagiste. Les maîtres d'esclaves étaient obligés de tenir compte du fait qu'il y avait des révoltes d'esclaves ou pas, il fallait les traiter plus ou moins bien, etc. etc. Bon, et tout ça entraîne d'ailleurs une lecture tout à fait discutable de la période des Trente Glorieuses et du passage au néolibéralisme. Et tu renvoies le passage au néolibéralisme à la mondialisation, alors que le passage au néolibéralisme date d'avant la mondialisation, d'un point de vue factuel. Le passage au néolibéralisme, c'est le début des années 80, la fin des années 70. La mondialisation commence réellement à la fin des années 90. Et tu lis le néolibéralisme lié à l'émergence des nouvelles technologies de l'information. Tu as une vision, à mon avis, techniciste
du passage au néolibéralisme, alors que le tournant néolibéral renvoie à la crise du capitalisme fordiste, qui est une crise des taux de profit, bon, sur la base de défaites ouvrières considérables. Bon, je n'ai pas le temps de développer ça, mais on pourra y revenir dans le débat. Bon. La mondialisation parachève le processus du passage au néolibéralisme, n'en est pas la cause. Sur la classe, ce que tu appelles la classe fondamentale, le commun du peuple, bon, il y a une idée qui est une idée, à mon avis, très importante que je partage. Il y a deux idées importantes que tu dis et que vraiment je partage. C'est le fait qu'on ne peut pas diviser rigoureusement entre révolutionnaires et réformistes. Il y a cette division, il n'y a pas de division rigoureuse entre réformistes et révolutionnaires. Et l'autre idée, c'est que la classe fondamentale est aussi une idée de classe, de race et de sexe-genre. Bon, je ne viens pas sur la discussion sur sexe-genre. Tout le problème, évidemment, l'articulation classe-genre-race. Et là, je pense qu'il y a des formulations qui ne sont pas claires. D'une part, tu critiques à juste titre l'analyste marxiste traditionnel qui pense le rapport de classe comme majeur et dominant par rapport au rapport de genre et de race. Et d'autre part, tu écris que le rapport de classe occupe une place épistémologiquement première. Bon, alors certes, ce n'est pas politiquement première, c'est simplement d'un point de vue épistémologique, mais quand même. Il y a quand même, à mon avis, un problème. Bon, de la même façon, tu notes qu'il y a une hétérogénéité insurmontable entre les trois termes du triptyque classe, race, genre, et d'autre part, tu dis qu'il y a une unité entre les luttes qui se dessinent entre ces trois termes du triptyque et que cette unité se réalise dans le moment métastructurel. Le problème, c'est que cette unité ne se réalise absolument pas d'un point de vue stratégique. C'est-à-dire, la question fondamentale, c'est comment on passe à ce moment-là du métastructurel au stratégique. Donc, je pense que là, il y a un problème qui, à mon avis, n'est pas traité. Bon. Sur l'analyse de la nation, de l'État-nation, je pense que c'est des pages assez justes. Bon, je partage globalement ce qui est dit. Bon, alors, le passage à l'État-monde, bon, comme je suis peut-être un peu long, je vais essayer de raccourcir. Bon, je suis dubitatif là-dessus, même si tu dis que c'est un processus, mais bon, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps d'y être. Je voudrais simplement peut-être terminer sur deux points. Très rapidement. Est-ce qu'il existe est-ce qu'il existe une classe populaire mondiale? Et là, je pense que tu dis la classe populaire mondiale, elle existe objectivement, c'est ça ton raisonnement, mais elle n'existe pas subjectivement. C'est la distinction classe en soi, classe pour soi que tu reprends. Bon. Et je pense que cette distinction pose problème. Bon, parce qu'elle repose sur l'idée que ce qui manque, c'est la conscience, et que le seul problème qu'on aura à résoudre, c'est la conscience de classe. Bon, on n'a jamais bien pu déterminer ce qu'était la conscience de classe. Il y a des tas d'analyses assez contradictoires sur le sujet. Bon, et surtout, le passage de l'un à l'autre, de la classe en soi et de la classe pour soi, il y a des analyses multiples chez des auteurs très différents, de Lukács, Rosa Luxembourg, Lénine, etc., qui n'ont jamais réussi à résoudre ce problème-là. Bon. Et je pense que là, le grand apport de Gramsci, justement, c'est de ne pas partir de l'idée de conscience de classe, mais de partir de la question de la stratégie. De quelle stratégie faut-il mettre en place pour que les dominés acquièrent une hégémonie dans un conflit politico-social. Et c'est ça, pour moi, la question centrale. Je termine sur un point.
il y a de très belles pages, hein, je partage ce qu'a dit Jean-Marie à la fin de son intervention sur la communauté des vivants. Hein, c'est vraiment, et je partage l'essentiel, bon, sauf sur un point, bon, qui renvoie à mon introduction, qui est la question de déshumaniser l'homme au sens de l'anti-humanisme d'Althusser. Je n'ai pas le temps de développer là parce que j'étais là aussi trop long, hein, j'avais prévu de le faire, bon, mais peut-être que dans le débat, j'aurai le temps de le faire. Un mot de conclusion, bon, je partage la thèse de l'ouvrage, c'est-à-dire la lutte pour l'émancipation et la lutte pour la protection de la nature font une seule et même chose, mais je pense que cette thèse est plus un objectif stratégique à construire qu'une réalité inscrite objectivement dans la métastructure ou dans les structures. Bon, merci Pierre. Jacques, vous pouvez réagir en essayant de… Bon, je sais que ça va être difficile, mais en essayant de garder quand même un peu de temps pour les questions à la fin. Tu veux répéter sans mon casque, je n'entends pas. D'accord. Non, je vous laisse rebondir en essayant de garder, même si ça va être difficile, un peu de temps pour les questions à la fin. Oui. Les questions du public. Mais là, c'est un peu difficile. On m'a posé environ 150 questions, 75 chacun. Mais il y a 300 pages dans ton livre. Hein. 350, oui. Et encore, c'est très dense, hein, vous avez remarqué. Alors, bon, je commence par Pierre, parce que c'est plus frais, j'ai bien entendu. Voilà, l'objection première, voilà, il faudrait commencer par l'histoire, de toute manière. Eh bien, Marx explique qu'on ne peut pas faire comme ça. Si l'on veut expliquer la théorie de la société moderne, on ne peut pas commencer par les choses concrètes, ni par le cours historique. Il faut d'abord savoir comment on va interroger l'histoire, les choses concrètes et les choses historiques. Donc, il faut construire un instrument conceptuel. Et les concepts, ce n'est pas des choses qui sont dans la tête des chercheurs. Le concept, il est le concept de quelque chose. Donc, il est vrai ou il est faux. Et donc, il commence par le capital, par des choses très abstraites, le marché, le rapport de marché comme logique de production et d'échange de marchandises. Alors, ce n'est pas encore le capitalisme, mais ce n'est pas le marché avant le capitalisme, c'est le marché comme un présupposé pour qu'il y ait capitalisme, il faut qu'il y ait du marché. Et ce dont Marx nous parle dans les premières pages du Capital, c'est déjà du capitalisme, mais c'est déjà du capitalisme dans sa forme, non pas historique, mais théorique, c'est présupposé ultime. Alors moi, je crois qu'il faut encore monter plus haut parce que le marché, ce n'est pas de cela qu'il faut commencer, qu'il faut partir pour comprendre la forme économique, politique et écologique de la société moderne, parce qu'il y a toujours marché et organisation. Et là, je suis assez d'accord avec Pierre qui m'en fait des objections. Et évidemment, il y a toujours marché et organisation, il y a toujours interaction de l'un sur l'autre. Mais le marché et l'organisation ne sont que des alternatives. Et des alternatives à quoi? À une coordination immédiate par la parole. Tout ce qu'on ne peut pas faire par la coopération immédiate, on le fait et il est bon de le faire par l'organisation. Et on laissera au marché ce que l'organisation ne peut pas faire et on laissera à l'organisation ce qu'on ne peut pas faire par coopération immédiate. Donc, c'est une sorte de triptyque. Je crois que c'est très réaliste, en fait. Ça a beau être une abstraction, c'est une abstraction réelle. Donc, alors, à partir de ce moment-là, bon, de temps en temps, il faut parler du capital comme tel et sa logique propre, qui est la logique des actionnaires qui doivent faire du profit, et séparément de la logique des compétents qui ne peuvent se faire valoir qu'en montrant leurs compétences pour faire des choses aussi splendides que possible ou aussi bonnes, et en même temps en sachant qu'il y a toujours une interaction entre les deux.
Alors, le moment de la parole, c'est le moment de la décision politique, mais la décision politique peut être celui d'une classe qui prédomine sur l'autre. Voilà, pour moi, il y a cette structure de classe s'origine dans le fait que la société moderne, ce n'est pas l'ère de la raison, c'est l'ère de l'instrumentalisation de la raison. Le marché et l'organisation, ça existe depuis très longtemps. Il existe des marchés, il existe des organisations, mais le propre de la société moderne, c'est qu'elle se rencontre. Elle se rencontre pourquoi? Parce que, enfin, là, voilà, je me suis interrogé pour ça. J'ai écrit un livre, L'État-monde, dont le chapitre le plus important porte sur l'histoire de la commune italienne, dans lequel je vois le prémisse, et je ne suis pas le seul à le voir, le prémisse des premières expériences de modernité. Parce que sur un territoire défini par des hasards particuliers, parce que voilà, ça vient ni des Grecs ni des Latins, voilà, surtout pas des Latins qui précédaient. Voilà, les communes se sont trouvées en capacité de s'organiser elles-mêmes, et les communes, c'était le peuple des artisans, producteurs, voilà. Et donc, ils ont pris en main des processus de marché à travers les corporations et en même temps un processus d'organisation et d'organisation politique. Et ils sont devenus prédominants dans les cités, dans une certaine mesure, en faisant des jeux d'alliance, voilà, aussi. Et ils ont inventé toutes les institutions modernes, toutes les institutions politiques modernes. Donc, il y a quelque chose qui est très révélatrice de la modernité. Ils ont inventé le législatif, l'exécutif, le judiciaire, etc., comme des choses communes, le fisc, etc. Et donc, il faut bien recourir à l'histoire, mais pour recourir bien à l'histoire, il faut savoir quelles questions on peut lui poser. Et c'est une révolution extraordinaire, ce moment de la commune. Mais comme les marxistes ne connaissaient que des révolutions prolétaires ou que des révolutions bourgeoises, ils n'ont pas compris que c'était une révolution, disons, qui faisait pressentir la modernité. C'était le premier pressentiment. Après, disons, les circonstances économiques et politiques ont été complètement disparues, tout cela a disparu. Alors, bon, ce serait sur pourquoi marché, organisation. Et pour moi, le concept, c'est celui de métastructure. C'est le concept, le concept auquel je suis arrivé. C'est lui. Je vois que vous l'employez l'un et l'autre éventuellement, mais c'est moi qui ai créé ce concept en disant qu'il y a des prémices chez Marx, parce qu'il y a bien l'idée qu'avant de parler de la structure de classe, il faut parler du marché qui est son présupposé. Mais disons, s'il ne s'agit pas simplement du capitalisme et de la société moderne comme une totalité dont le capitalisme est une partie, si on veut saisir la nature de la société moderne, on doit comprendre que son présupposé, c'est l'alternative entre les deux. Et ça, je pense que c'est une donnée très concrète. Alors, les classes sociales, les 1%, les 15%. Évidemment, les 1%, ce n'est pas moi qui dis ça. Je dis surtout que c'est une structure dans laquelle se déplacent, prennent forme des sociétés, des groupes sociaux, c'est 1%. C'est-à-dire qu'il y a bien une classe dominante. Et la classe dominante est une minorité dans la population. Et elle comporte les propriétaires et une autre partie, un autre volet qui sont les compétents. Alors, moi, je ne dirais pas que 15%, c'est un chiffre. Je dirais qu'il y a et ces compétents, évidemment, c'est supposé compétents. Ces gens, les compétents, ce n'est pas les savants. Ce sont ceux qui ont reçu compétence d'une autorité compétente, etc., qui ont une autorité compétente. Alors, il y a bien quelque chose à voir avec le savoir, et il y a une capacité chez eux de monopoliser le savoir et de le reproduire. Je pense que Bourdieu a magnifiquement montré cela. Mais voilà. Alors, le problème sur l'exploitation, il doit y avoir un surplus. Oui, la chose me paraissait tellement évidente que je n'en ai pas parlé, mais c'est évident. Mais disons, j'analysais ici le rapport de classe capitaliste. Et
Alors le problème, c'est comment on dégage le surplus et comment ce surplus est à propriété par une communauté. Alors, la valeur. Oui, la valeur, évidemment, c'est un concept très abstrait de valeur et je crois que Jean-Marie a raison d'attacher beaucoup d'attention et de recherche sur cette question. Ce concept abstrait, si c'est un vrai concept, il a une valeur explicative. Maintenant, il ne faut pas lui demander plus qu'on peut lui demander. Voilà. Il faut pas, c'est pas un instrument d'analyse de l'économie, bien qu'il puisse le servir, parce que il ne faut pas confondre le niveau d'analyse de Marx au premier livre du Capital et au second. Le premier livre du Capital, tous les concepts sont à la fois économiques, politiques, voilà, et sociologiques. Dans le livre second du Capital, les mêmes concepts, mais sont pris simplement sous le schème de leur capacité économique. Voilà, la valeur les valeurs dans le second livre, ce n'est pas la même chose. Dans le troisième livre, c'est encore… Bon, je m'arrête sur cet aspect. Alors, produire pour produire, oui, je crois que… Parce qu'il y en a qui veulent… qui sont contre la production comme telle, et pas simplement la production capitaliste. Il faut produire moins. Je crois que pour moi, la grande… c'est une erreur. Autour du mot productivisme, il y a une confusion fondamentale. Et cette confusion fondamentale, Marx l'analyse très très bien dans son grand chapitre finalement écologique au début du Capital, qu'il dit il ne faut pas confondre produire des valeurs d'usage et produire de la plus-value. Donc, il casse le concept de production et il casse le concept de productivisme. Il s'agit de savoir ce que l'on produit, et les compétents font leur gloire, leur fortune et leur puissance en s'orientant vers la production excusez-moi, je m'embrouille, la production de valeurs d'usage. Tandis que les capitalistes, ce n'est pas leur question. Bien sûr, pour produire des marchandises, ils ne font pas de plus-value sans produire des marchandises, ils ne produisent pas de marchandises sans produire certaines valeurs d'usage, mais lesquelles et pour qui? La question de la couleur de la valeur d'usage n'a aucun intérêt pour les capitalistes. Et moi, je ne pense pas qu'il y a une crise du capitalisme, du moins pas une crise du capital, mais pour moi, le mot capitalisme est aussi un obstacle à penser. Parce qu'il est toujours, disons, il fait toujours la confusion entre la part qui prend la puissance du capital et la part qui prend la puissance des, entre guillemets, compétents. Il faudrait mettre évidemment ce mot guillemets. Alors, le néolibéralisme, bien sûr, le néolibéralisme, les idées du néolibéralisme sont nées entre les deux guerres. Et mais alors, j'attache une importance peut-être trop grande, tu as eu raison de le noter. Enfin, j'ai mieux compris en réfléchissant après j'ai mieux compris ce que je faisais. Parce que si l'on suit par exemple Gérard Duménil, avec qui j'ai beaucoup travaillé, on a écrit ensemble un livre ensemble sur ces questions. Pour lui, le néolibéralisme se heurte à la baisse du taux de profit, etc. Donc, il doit trouver de nouveaux moyens. Mais il se heurte à la baisse du taux de profit, c'est-à-dire qu'il rencontre un obstacle social. C'est la puissance d'en bas, d'une certaine manière, dans ce moment d'alliance relative où les capitalistes existaient toujours et ils avaient de l'influence, comme tu dis, toujours. Mais ils étaient même sans doute prédominants. Mais il y avait quand même une sorte de rébellion parce que dans la constitution des nations et des États-nations, et ça s'est vérifié pleinement après-guerre, il y a cette capacité, cette option, on ne fera rien sans le peuple d'une certaine manière. Et les compétences s'auto-identifient comme les guides du peuple. Donc, alors, il y a bien, et c'est cela, la baisse du taux de profit, c'est que c'était devenu trop bon pour ceux qui subissaient le joug capitaliste. Mais il est vrai tout de même que l'ordinateur a tout changé.
l'ordinateur dans l'entreprise, quand il est arrivé dans les années 80, si l'on en parle avec des patrons, il se trouve que j'en connais un. Mais voilà, ils disent, voilà, ça a tout changé. Ça a tout changé parce que l'économie pouvait se déployer, où l'on pouvait envoyer la production là où le salaire était à zéro, garder les centres de recherche voilà, chez nous et envoyer l'argent sur des îles voilà, fructueuses. Donc, la révolution technologique, ce n'est pas du technicisme, ce n'est pas l'idée, non, c'est l'idée qu'il y a des forces productives et des rapports de production. Et l'informatique, il y a une relation entre les deux, et que l'informatique, c'est l'arrivée d'une force productive extraordinaire qui est de nature à bouleverser les rapports de production. Alors, le caractère, la priorité épistémologique de la classe, oui, ça veut dire que il y a un sens nécessaire de l'exposé. L'exposé, dit Marx, va de l'abstrait au concret. Et cette démarche de l'exposé, cette démarche épistémologique de l'exposé, il renvoie à la structure même du réel. Pour parler de la race, il faut parler de la nation. Et pour parler de la nation, il faut parler de la structure de classe. Parce que Marx fait un beau tableau de la structure de classe. Il dit en bas, il y a l'infrastructure et en haut, il y a la superstructure. Mais on se demande, mais où est ce bel édifice? Et ce bel édifice, il n'est nulle part ailleurs que dans l'État-nation. Il ne peut se produire, se concevoir et se produire que sous la forme d'un État-nation, c'est-à-dire d'un État-nation sur un territoire défini. Il y aura des rapports entre les... Mais cet État défini est en relation avec d'autres, des plus puissants, etc. Alors, à partir de là, on peut dire que classe et rapport de classe et rapport de nation, ou structure et système, structure de classe et système monde, ça forme bien un seul et même concept. Tandis que bon, les rapports de genre, c'est autre chose. On ne peut pas les prendre de cette façon. Il faut les prendre autrement. Bon, mais c'est pas ce que tu as. Dernier mot que tu as dit. Classe populaire mondiale. Oui, mais la classe populaire mondiale, on la comprend d'autant mieux que si l'on comprend que l'État-monde, c'est un processus qui est interne à chaque État-nation, qui se produit à chaque État-nation. Quand chaque État-nation se donne comme constitution le marché pur et sans... Et voilà. Tout étant bien entendu qu'en fait, comme tu le dis très bien, il sait s'appuyer sur les formes d'organisation, eh bien, on comprend que en se donnant pour lui, pour soi-même, une telle constitution, il s'aligne sur une constitution mondiale. Tout le monde a la même constitution, donc c'est une constitution commune. Alors, je crois que tu as eu aussi raison de parler de Gramsci. Parce que Gramsci, justement, enfin, si on peut dire, Althusser est un marxisme de la classe, et il reproche à Gramsci de ne pas connaître les classes sociales, de ne pas s'y intéresser. Et Gramsci, c'est un marxiste de la nation. Et je crois que c'est très important, et c'est pour ça, bon, j'ai déjà écrit le livre suivant qui concernait la pratique au-delà de la théorie, ce livre-là, et le second concerne la pratique. J'essaie d'unir Althusser à Gramsci. Alors, bon, Althusser, l'anti-humanisme, on ne va pas partir là-dessus, voilà. Mais Althusser est très largement mon maître, mais aussi l'école de Francfort et d'autres. Hein. J'essaie de... je prends d'Althusser, mais je critique aussi Althusser, parce qu'Althusser, finalement, n'a pas su entrer, n'a pas su critiquer le capital. Il a su essentiellement le répéter. Il a essayé d'aller un peu plus loin dans une théorie de l'interpellation et une théorie des appareils idéologiques d'État. C'était une bonne recherche.
mais appareil idéologique d'État très intéressant. L'interpellation, bon, il a cru qu'on était interpellé par les gens d'en haut, mais l'interpellation, c'est le centre même de la forme moderne de société. Chacun interpelle tous. On est renvoyé toujours à une inter-interpellation. Donc, je suis Althusser, mais après Althusser, disons, les Althussériens ont essentiellement fait du Capital un musée que l'on visite. Ils ont commenté comme c'est beau, comme c'est intéressant, comme c'est intelligent. Moi, depuis que j'ai commencé il y a 40 ans, la première question que je me suis posée, c'est une théorie. Donc, dans une théorie, il y a des erreurs possibles. Alors, où est l'erreur? Quand on est chercheur, on se demande voilà, comment on pourrait dépasser ce qui précède. Et voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire. Montrer le caractère à la fois très puissant, mais incomplet pour la compréhension de la société concrète des analyses de Marx. Voilà, je suis un peu dur. Bon, j'ai très peu de considération pour les spécialistes du Capital, parce que les commentateurs, voilà, du Capital, parce que voilà, ils ne posent pas des questions essentielles qui sont des questions concrètes. Comment le monde fonctionne-t-il réellement et comment nous organiser? Bon, c'est un peu dur, je pense ça d'un peu haut, mais Bon. alors, je n'ai pas répondu aux questions plus précises, mais je ne sais pas si je puis encore là, j'ai l'impression de dépasser largement mon temps aussi. Eh ben, si vous voulez bien, alors si vous voulez répondre plus longuement, on pourra faire circuler aux gens qui se sont inscrits une suite écrite. C'est toujours une possibilité. Moi, alors, dans le chat, là, on a reçu quelques questions. Donc, dont une que je vous lis. Comment s'organiser face à l'alliance entre les capitalistes et les compétents qui, comme technostructure, gèrent l'ensemble du système de production aujourd'hui? Ne faut-il pas redéfinir l'autogestion comme la création de communs dans tous les domaines d'activité? Et partagez-vous les analyses de Duménil et Lévy sur la structure de classe? Je ne sais pas, on a tous un mot à dire. Mais en un mot, bien sûr, le mot d'ordre, c'est tout ce qui ne peut pas entrer dans la coopération immédiate. On est obligé de le laisser à l'organisation, et ce que l'organisation ne peut pas faire, bon, c'est le marché qui s'en occupe, mais à condition que l'organisation contrôle le marché et que la coopération immédiate contrôle l'organisation. C'est toujours la même structure de pensée. Donc, et ce qui est remarquable, c'est que la coopération, ça se représente toujours à nouveau. Maintenant, on a vu récemment que voilà, on commence à privatiser les chemins de fer, mais aussitôt des travailleurs se mettent en coopérative pour acheter des locomotives, etc. La coopération est une forme spontanée de la société moderne. Bon, alors, comment s'organiser? S'organiser, bien sûr, il faut bien sûr rabattre le caquet des compétents. Ça, c'est certain. Il faut une organisation politique. Alors, est-ce que ça doit être la forme parti ou la forme mouvement? Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. Je dirais que c'est un peu ce que j'expose dans mon prochain livre, avec certaines autres choses. Ce que je propose, c'est la forme collective, c'est-à-dire qu'en chaque lieu, voilà, tous ces rameaux en chaque ville, par exemple, partie de grandes villes, les militants de chaque grande organisation de gauche conviennent qu'ils œuvreront en commun dans des associations qui soient des choses solides, du type association 1901, etc., où viennent tous ceux qui sont dans des partis et tous ceux qui n'en sont pas. Tous ceux qui, voilà. Et c'est bien la structure de base, le collectif de base, et ensuite on remonte, enfin cela dit en un mot.
Et là-dedans, bien sûr, il y a certainement des compétents, si je puis dire. De toute façon, la classe populaire a besoin de compétents, et, y compris pour lutter contre le capital. De même que les capitalistes ont besoin de compétents pour s'organiser, quand ce sont les compétents qui mènent le pays, ils ont, voilà, ils ont aussi besoin du commun du peuple. Enfin, bon, tout ça, on entrerait dans un autre registre d'analyse, hein. Merci. Alors, et donc, il y avait, partagez-vous les analyses de Duménil et Lévy sur la structure de classe? Dans une certaine mesure, oui, puisqu'on on a travaillé. Mais pour eux, il y a 3 classes. Et pour moi, il y a seulement 2 classes. Ça ne nous partage pas forcément totalement. Mais ils ont d'abord défini la classe, une classe managériale. En face ce sont les managers face aux capitalistes. On a beaucoup discuté ensemble et je crois qu'on est convenu, enfin, en tout cas avec Gérard, avec lequel j'ai pu travailler, qu'il ne s'agit pas seulement des compétents, il s'agit des managers, il s'agit aussi de toute l'administration. Et moi, j'ai une vue finalement plus bourdieusienne de la compétence qui explique que tout le processus éducatif, pour ne parler que de lui, met d'un côté ceux qui auront des positions supérieures, etc. Donc, voilà, tout dépend de la manière dont on décrit cette entité, enfin, disons, ce processus qui, face au capital, suscite toujours une autre force sociale. Moi, je la vois extrêmement large et évidemment, c'est une classe c'est pas une classe, c'est une entité qui regroupe des dirigeants et des experts, ou disons des gens qui sont plutôt du côté de la direction, petite ou grande, et des experts, et que l'alliance avec ce que j'appelle les compétents est plutôt du côté des experts. Et du reste, les experts ont plus d'attraction vers le commun du peuple. Mais il n'est pas évident, enfin bon, l'un ou l'autre l'a dit tout à l'heure, les compétents ont aussi une attraction pour le commun du peuple, dans une certaine manière. Les grandes révolutions russes, déjà françaises, on pourrait dire, mais russes, chinoises, etc., qu'est-ce que c'est? C'est toujours un ensemble de compétents au sens le plus large qui s'associent avec le commun du peuple, qui du reste en prennent la tête. Et c'est ce processus-là qui bouleverse, disons, l'omnipotence coloniale et qui permet de construire une société différente. Évidemment, ça a évolué de manière très, 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 très divers, hein. On peut pas, mais ce sont là les 3 forces sociales, et disons que la social-démocratie européenne ou autre est toujours un ensemble dans lequel il y a ces 2 données de compétents et de commun du peuple. On ne peut pas penser autrement. Alors le problème est de savoir comment le commun du peuple peut attirer les compétents, leur donner des horizons, des raisons de vivre, etc. Et en même temps ne pas se laisser inféoder. Enfin, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier, comment les partis communistes, par exemple, formaient leur propre cadre jusqu'au moment où ils deviennent eux-mêmes très compétents. Mais où se développe un processus de bureaucratisation sous une autre forme. Bon, mais je ne vais pas monopoliser la réponse, nos amis sont aussi là pour en débattre. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Si vous avez des questions, je répète, vous pouvez les poser via l'onglet « Discuter » qui se trouve entre « Participants » et « Partager l'écran ». Bon, sinon, je peux revenir un peu sur les thèmes de Jean-Marie. Tu vas trouver que… Pardon. Alors, on me fait remarquer qu'il y avait 2 questions, donc je remonte. Alors, il y a une question qui est beaucoup plus large.
Comment détruire le capitalisme et mettre en place un autre type de société? Oui. Prochain livre. D'abord, je pense que le capitalisme, c'est un mot qu'il faut proscrire. Non pas qu'il ne faille pas abolir le capitalisme, mais ça nous cache une partie du problème. Parce que, voilà, en haut, ce ne sont pas simplement les actionnaires. Et il n'y a pas une entité simple qui rassemblerait simplement les actionnaires et les compétents. Il y a vraiment deux logiques de production. Il y a une logique qui est fondée sur la recherche de la plus-value par le marché et une autre qui se fonde sur l'organisation. Si l'on prend par exemple la société chinoise aujourd'hui, c'est un pays que je connais bien, j'ai beaucoup travaillé avec les Chinois et on a beaucoup traduit, on a traduit des livres en chinois, d'autres on les a traduits mais on ne les a pas publiés. C'est une bataille de classe là-bas aussi. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas dans cette position difficile. Mais je ne pense pas qu'on ne puisse purement et simplement dire que la Chine, c'est un capitalisme d'État. Parce que malheureusement, le socialisme, c'est aussi quelque chose de terrible. Le socialisme, c'est la prédominance des compétents. Disons que l'Union soviétique, bon, les capitalistes étaient voués à plus rien, et le réseau du parti, du reste, malheureusement une grande invention de Lénine, qui est admirable par ailleurs, ça a été d'inventer le parti unique. Le parti unique répondait au fond à cette dynamique des compétents qui voulaient s'organiser. Et eh bien, on a vu que quand les compétents ont toute puissance, on a vu jusqu'à quel crime, société criminelle, cela peut conduire. Des crimes qui ne sont pas moindres que ceux du capitalisme. En Chine, c'est un peu différent parce que les Chinois, d'emblée, n'ont pas eu l'idée d'abolir le pouvoir du capital, mais simplement de l'hégémoniser d'une certaine manière. Donc, surtout à partir de Deng Xiaoping, mais dès le début, c'est comme ça. Hein. Disons, au temps de la guerre, au début de la guerre de Mao Tse-tung, dans le fond des campagnes, on neutralisait les féodaux, mais on laissait vivre les capitalistes d'une certaine manière. Et alors après, quand s'est construit un État socialiste organisé, ils ont été mis en retrait, mais finalement, voilà, ils sont revenus. Mais est-ce que ça veut dire que c'est la force dominante? Je n'en suis pas sûr, parce qu'il y a quand même le commun du peuple. Et il y a une certaine relation, malgré tout, entre le commun du peuple et les compétents en Chine. Il y a une relation historique, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire intervenir l'histoire. Et bon, il n'y a pas de démocratie, c'est une dictature des compétents, à proprement parler. Donc la dictature des compétents, c'est différent de la dictature du capital. Il y a bien toujours ces trois classes. Donc ça, c'est la forme moderne de société, qui est aussi structure et système. Parce qu'il y a la nation moderne, il y a le système monde. Donc il y a la race, si on peut dire. Mais voilà, je vois un message qui s'affiche. Voilà. On ne peut pas concevoir un renversement de la domination moderne sans une certaine alliance de classe. Mais cette alliance est en même temps une lutte. Moi, je parle de lutte-alliance de classe avec les compétents. C'est-à-dire, on doit savoir que, disons, la gauche radicale ne gagnera pas si elle ne s'unit pas à une gauche qui est moins radicale qu'elle. J'ai du reste la vieille perspective, disons, qui était celle des communistes et d'autres aussi. Voilà, on va au premier tour, on va pas l'emporter, mais on va montrer qu'on est là quand même très puissant. Et au deuxième tour, on soutiendra dans les élections à deux tours, mais ils seront obligés de tenir compte de nous d'une certaine manière.
il y a toujours cette perspective stratégique. Bon, ça va pour l'instant peut-être. On ne t'entend pas. Merci beaucoup de votre réponse. Pardon, oui, j'avais coupé mon micro. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous. Peut-être que si vous devez y aller, on ne va pas vous retenir. Merci beaucoup. Alors, il y a une dernière question. Je vais prendre une dernière question et puis je pense qu'on va devoir s'arrêter là. Alors, vous avez expliqué que les citoyens doivent s'organiser en collectif. Est-ce à dire que pour vous, les partis politiques sont désormais obsolètes? Non, je ne le pense pas. Je pense au contraire que c'est dans ces collectifs que les partis politiques, qu'on les appelle partis, mouvements ou autres, ont leur place. Parce que ces collectifs, bon, d'abord locaux et ensuite gardant le contrôle jusqu'au sommet, sont le lieu où ces diverses organisations qui peuvent être moins que des partis, etc. Par exemple, comme la petite organisation Ensemble dont je fais partie, trouvent leur place, rencontrent d'autres gens. Et alors, dans ces collectifs, il est clair que les membres d'associations, ceux qui sont du côté de l'association plutôt que du parti ou que du politique, non, l'association est fondamentalement politique aussi, vont trouver leur place, et y compris des gens qui sont ni dans une association, ni dans un parti, voilà, doivent se rencontrer. Alors, les partis vont trouver là un vivier d'une certaine manière. Ils vont trouver des gens avec qui ils peuvent discuter, et ils restent comme des laboratoires de politique pour des gens qui sont plus profondément engagés, mais ils doivent comprendre que le pouvoir dans le collectif est une chose commune. Et il va naître du reste d'autres partis, pas simplement des partis du passé, mais le désir de s'organiser plus étroitement en partis et sur une base nationale me semble très fécond. Et donc, pour ma part, je vois une cohabitation entre des partis, des mouvements, et des partis à naître, etc., ou des regroupements, et puis aussi des gens qui veulent s'engager simplement pour 15 jours ou pour une grosse affaire politique du moment. C'est là la forme, la force générale sur laquelle on doit compter. Donc, je ne pense pas à la mort des partis. Je pense qu'il ne faut pas leur laisser tout le pouvoir. Il faut qu'ils acceptent de se moudre dans l'expression et la constitution du pouvoir populaire avec d'autres, sous forme de collectifs ou d'associations. Voilà. C'est donc il y a un mélange, si vous voulez, quelque chose qui me vient du marxisme et aussi de l'anarchisme. C'est une sorte d'anarcho-marxiste que je mets en avant d'une certaine façon. Virgile, est-ce qu'il reste du temps pour une minute de réaction puisque... Alors, oui, allez-y, oui, en quelques minutes. Oui, non, mais pas quelques, très rapidement. Bon. Justement, la dernière question à laquelle Jacques vient d'essayer de répondre, bon, moi, je n'ai pas eu le temps, effectivement, d'aborder ce problème-là, mais ça m'a aussi interrogé. Tu cites effectivement le travail des associations tout à fait prédominant, très important, mais il y a peu de place quand même pour passer de l'instauration des rapports de force nécessaires aux formes institutionnelles dont peuvent se doter les populations qui constituent la classe fondamentale. Donc, il y a peu de place. Et d'ailleurs, tu dis, à un moment donné, que le syndicalisme est la plus haute forme de commun au sein de l'entreprise. Mais que fais-tu alors des expériences de conseil ouvrier ou autogestionnaire? Et je pense qu'il y a matière à approfondir cela. Et le fait que ça soit peut-être aussi
peu présent, il me semble, dans ton livre, ça renvoie finalement à la conception de la théorie. Moi je pense que la théorie est nécessaire, l'abstraction est nécessaire, mais si on fait de la théorie, il faut être cohérent jusqu'au bout. Et je pense que le périmètre des compétents, il est trop variable dans ton livre. Alors, tu cites à un moment donné les cheminots, l'encadrement des cheminots qui se mettent du côté des cheminots en grève. D'accord. Mais il ne s'agit pas du très haut encadrement, et ce n'est pas du tout la technostructure qui dirige la SNCF. Donc, mais parfois ce périmètre est très étroit, parfois il est plus large, et finalement, ce problème de frontière, eh bien, il renvoie à quelque chose qui ne va pas, sans doute, dans la théorie. Et puis, il faudra qu'on en rediscute. Et on a déjà discuté maintes fois entre nous, Jacques, et ce point, bon, tu n'as pas eu le temps d'y répondre, mais je pense que ta théorie métastructurelle reste au milieu du gué pour intégrer la question écologique, dans la mesure où ce qui est central dans notre point commun, c'est la théorie de la valeur, mais elle disparaît totalement pour faire cette jonction avec la question écologique. Bon, alors bien sûr, chacun réagit selon ses propres fantasmes ou obsessions. C'est la mienne, hein, la théorie de la valeur comme jonction entre la question sociale et la question écologique. Et ça disparaît complètement alors que tu donnes tant d'importance à la question de la valeur. Bon, et je ne dirai plus rien non plus de la question pour moi, de la création de valeur dans les services non marchands, hein, qui s'ajoutent à la valeur produite dans les entreprises capitalistes. Et ça, bon, pour moi, là, je tiens ça maintenant solidement, je crois, depuis des décennies. Et maintenant, ça commence à gagner le cercle des Marceaux qui n'ont rien compris il y a 25 ans sur cette question-là et qui peu à peu commencent à réfléchir à cette question-là. Et je pense qu'il faut prendre ça en compte si on veut sortir de l'orthodoxie générale qui a régné dans le marxisme traditionnel, et ce qui ne me fait pas rejeter, contrairement à Pierre, la loi de la valeur, mais il faut à ce moment-là la porter jusqu'au bout. Et la porter jusqu'au bout pour intégrer la question écologique. Or ça disparaît. Et tu sais, Jacques, quelle bataille il y a en ce moment sur la prétendue valeur économique de la lumière du soleil, la valeur économique intrinsèque de l'eau qui descend des montagnes. Et donc, il y a eu un rapport de l'ONU sur la valeur de l'eau au printemps dernier qui est absolument hallucinante. Et moi, je mène cette bataille-là et je pense qu'il y a cette question dont il faut se saisir si on veut vraiment avoir une théorie de la question écologique reliée à la question sociale qui soit autre chose que le galimatia contre lequel on a à se battre quotidiennement maintenant le fait que l'écologie est devenue centrale dans nos sociétés, mais avec des discours qui sont tout à fait biaisés, pour ne pas dire trompeur. Hein. Voilà, j'arrête là. Je pense que oui à la théorie de la valeur, à condition qu'on la dépoussière grandement. Ce que tu ébauches à certains moments dans le livre, mais à mon avis en restant à mi-chemin encore dans cette voie-là. Bon, merci en tout cas pour ce livre. Hein. J'attends que les éditions du Croquant me l'envoient vraiment sur papier parce que travailler sur ordinateur, c'est très fatigant. Vous le recevrez dans le courant de la semaine prochaine. C'est très gentil. Merci à vous en tout cas. Bon, eh bien, merci à tous d'avoir participé à ce... Juste un petit mot. Oui, je ne veux pas, j'ai évité le débat sur la théorie de la valeur parce que bon, il faudrait beaucoup de temps pour y voir clair. Alors, ce qui est embêtant, c'est que le plus beau mot de la langue française pour dire valeur d'usage, chose utile, c'est valeur. D'où le titre du livre de Copernic, la valeur du service public. C'est le mot qui convient, mais ce qu'il montre dans ce livre, ce n'est pas que les services publics produisent de la valeur, c'est qu'ils produisent des valeurs d'usage et que pour cette raison, il faut les défendre. Du reste, Marx ne dit jamais produire de la valeur, produire de la plus-value. Et je trouve que, bon, tu utilises... Si tu permets, Jacques, je pense qu'il y a une erreur logique dans ton livre, et je te le dirai à quel endroit dans la recension écrite que je vais faire, mais il y a une erreur logique, en confusion entre conditions nécessaires et conditions suffisantes. La production de valeur est une condition nécessaire de la production de plus-value.
Et là, je pense que tu fais une petite impasse logique qui est pas d'ordre politique, qui n'est pas d'ordre épistémologique, qui est simplement logique. Hein. Si je voulais le traduire en langage mathématique, je mettrais avec tu connais les doubles flèches, les doubles traits avec la flèche, ces valeurs impliquent au sens logique plus-value. C'est-à-dire que, Non. que la production de valeur est la condition nécessaire pour produire de la plus-value. Ça, tu ne peux pas dire il n'y a pas de production de valeur. Je suis d'accord avec toi que la traduction de mer verte par survaleur à la place de plus-value était une petite coquetterie des traducteurs. Je suis d'accord avec toi, mais il y a production de valeur pour avoir de la plus-value. C'est la condition nécessaire, absolument. Est-ce qu'elle est suffisante? Ça, c'est une autre question, mais elle est nécessaire. Bon, enfin bref, c'est une autre discussion. Oui. On attend la poursuite des échanges avec impatience par écrit, j'imagine, du coup, En tout cas, c'était passionnant. Bon, ben, vous nous ferez suivre par mail. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, Sans doute, je mettrai ma recension, Jacques, dans la revue Les Possibles, peut-être. Je verrai l'assentiment des copains. Et puis, tu pourras y répondre de manière détaillée. Voilà. Et puis, je pense que Pierre fera pareil. Juste une toute petite phrase encore. Allez. Il y a un abus énorme du terme de valeur en ce moment. Dans toute tout le clan qui vient, enfin tout le camp, disons, toute la tendance qui vient de Poston, de la critique de la valeur, justement, Wertkritik en allemand, tout est sur le dos de la valeur, c'est-à-dire sur le dos du marché. Tous les crimes du capital sont mis sur le dos du marché et de la valeur. C'est prédominant dans l'opinion publique. Vous prenez Yappe, etc., en France, toutes ces tendances, si bien que voilà, l'ennemi, c'est pas le capitalisme, c'est pas le capital, c'est la valeur. Il faut détruire la valeur, etc. Et parce qu'on est dans un monde sans valeur maintenant. Enfin, ce serait un peu long à expliquer, mais c'est un mot piège malgré tout. Et Marx ne parle jamais de production de valeur. Il parle, sauf dans un lieu technique très particulier, quand il dit, voilà, dans le procès de travail capitaliste, il y a de la valeur transférée et de la valeur produite. Mais ailleurs, il parle de production de valeur d'usage, de production de marchandises qui ont une certaine valeur et production de la plus-value. Donc, tu voilà sais pourquoi il n'attribue aucune production, aucune valeur au service marchand. Ce qui veut dire que c'est un analogue. Il le dit du reste quelque part. Dans toutes les formes de production, il y a un analogue de la valeur, mais c'est un analogue. Alors après, c'est aux économistes de savoir ce qu'ils font de cette analogie entre le mode et le choix qu'il faut faire entre production publique et production privée. Voilà, pour moi, j'ai fait une critique sévère du livre de Poston il y a quelques années, et tu l'as connu puisqu'on en a parlé, et que j'ai un débat aussi avec Jappe et tous les animateurs du courant critique de la critique de la valeur, et donc je ne me range pas du tout, mais je pense que logiquement, produire de la plus-value implique comme condition nécessaire de produire de la valeur. Ça, c'est bon. Bon, c'est purement logique. J'invite tous les participants à suivre avec attention la recension donc, de M. Haribey et puis les échanges qui ne manqueront pas de suivre. De Pierre aussi, bien sûr. Et puis, je pense qu'on ne sera pas les seuls à faire une recension de ce livre important. Hein. Je pense qu'il y en aura d'autres ailleurs, dans d'autres cercles. Hein. Alors, en attendant, donc l'enregistrement de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, c'est ce livre que nous vous avons présenté, donc l'écologie politique du commun du peuple, que vous pouvez vous procurer en librairie ou directement sur notre site. Merci à tous de nous avoir fait l'honneur de votre présence et c'était des échanges extrêmement intéressants. Et à très vite, à très bientôt. À bientôt, merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir, merci les amis, merci beaucoup. Au revoir, Jacques. Au revoir, merci beaucoup. C'était parfait.